Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à l'épisode 4 de la saga de la forêt d'Anlier. Nous allons parler d'Émile et des ancêtres qui l'ont précédé pour voir un petit peu la remise en contexte et comment on peut exploiter pour voir dans une structure familiale comment l'évolution se fait par rapport au métier en fonction du contexte socio-économique extérieur. Si je vous parle d'Émile aujourd'hui, c'est parce qu'il se trouve sur la photo, la fameuse photo dont on est parti pour faire toute cette recherche. Il est l'homme avec les cheveux blancs et les grandes moustaches. Il se fait que Jean-Robert Dulieu, le centenaire, son oncle, tout simplement. Donc, sa mère était donc la sœur de Jean-Robert, elle s'appelait Marie-Joséphine. Émile est né en 1877. Nous avons pu retracer en fait son parcours parce que nous avons le livret militaire. Sur le livret militaire, et vous allez voir que petit à petit, je vais vous remettre plein de choses dans le contexte, sur le livret militaire, il est écrit qu'il était profession antérieure, ouvrier mineur. Donc il a 20 ans. Il est en 1897, il est parti au service militaire. Si on ne le remet pas dans le contexte, sachant qu'il avait 20 ans, qu'il savait qu'il devait partir au service, et en fait, que les mineurs, c'était pas les mineurs de fond, c'était les mineurs de minette, le minerai le minerai de fer, qui se trouve dans le sol de toute la Lorraine. En 1877, il y avait déjà un problème, parce que les exploitations des hauts fourneaux dans la région Lorraine belge, en fait, étaient en déclin complet. Pourquoi les hauts fourneaux, en fait, du bassin lorrain du côté de la Belgique, étaient-elles en déclin? Toutes les forges étaient en train de fermer. Donc les gens, les hommes, se retrouvaient cultivateurs, parfois d'autres métiers. Il y avait encore des mines en exploitation, puisque le minerai, lui, il était resté. Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, deux Anglais avaient mis au point une possibilité d'avoir une machine qui fonctionnait avec le charbon. Et ça a créé une révolution industrielle parce que ça a permis en fait d'avoir une combustion plus stable. Je vous rappelle que par le passé, la combustion était due au bois, donc il fallait transformer le bois en charbon de bois, et le charbon de bois était quand même plus difficile à stabiliser au niveau température que la houille. Donc la houille, elle était présente sur tout le territoire qui était devenu la Belgique. On en trouvait dans le Hainaut, vous voyez en France c'était les corons, c'était toute cette région-là, et la combustion en fait permettait d'avoir un foyer, donc du feu, plus stable pour la production du fer. Et ça a été une révolution industrielle majeure, mais vraiment majeure, parce que c'est parti d'Angleterre, c'est arrivé en Belgique, c'est arrivé en France, c'est arrivé en Pologne, en Suède, et en fait, ça a créé le déclin, en fait, des forges qui fonctionnaient au charbon de bois, puisque même si la région était riche et prospère grâce à toute la production de bois, et à la bonne maintenance aussi de tous ces bois, ces forêts, ces taillis, etc., le processus de combustion par le charbon de bois était moins stable et ne permettait pas d'atteindre une coulée continue. Donc si je vous dis continu, ça vous dit peut-être quelque chose pour le bassin sidérurgique actuel. C'est-à-dire que la coulée continue permet de travailler 24 heures sur 24 et tous les jours, il n'y a pas un jour d'arrêt. Et ça, c'est grâce à la production du charbon de terre, à la houille. Donc imaginez bien que la région où se trouvait Émile, en fait, vers les années 1830, on trouve un déclin des forges dans toutes les forges qui existaient, les hautes forges, comme on appelait ça, dans toute la sidérurgie ancienne. Les précurseurs de la sidérurgie actuelle. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs mouvements. D'abord, il y a eu un problème de transport, parce que la houille ne se trouvait pas en Lorraine. La houille se trouvait dans le Hainaut, dans les Flandres, et du côté de la France, mais il y avait un autre problème de ce côté-là. Et puis après, dans la région liégeoise. Donc il fallait mettre au point un système de transport qui était quand même plus productif que des charrettes, par exemple.
Donc c'est à ce moment-là qu'il y a une expansion ferroviaire énorme. Le rail est passé partout, en particulier en Belgique, mais c'était indispensable. La première ligne qui a été créée était Bruxelles-Luxembourg, et c'est pas innocent, en fait, Bruxelles-Luxembourg, c'est pour ça qu'ils ont voulu annexer le Luxembourg, c'était quand même économiquement très important. Et ensuite, il y avait tout le bassin de la Ruhr et le bassin lorrain du Grand Est. Donc il fallait absolument communiquer. Mais là, il y a eu un problème, c'est-à-dire que la France était franco-française. Donc ils se sont dit, nous, on veut garder nos territoires, on veut garder notre charbon, on veut garder nos mines, on veut tout garder. Donc la meilleure façon de faire ça, c'est d'augmenter les taxes. Donc quand vous passez la frontière, hop, si vous voulez nos produits, il faut payer un maximum. Les autres en face, ils se sont dit, ça va pas marcher comme ça. Nous, ce qu'on va faire, et vous verrez que c'est à l'origine, en fait, du système économique européen, donc de la communauté européenne, ils ont créé le Zollverein, c'est-à-dire la permission de voyager et de transporter les marchandises à travers le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et là, la Belgique a été comprise dedans. Ensuite, les taxes n'étaient pas aussi importantes. Par contre, si les Français venaient acheter, là, c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc, il y a eu une espèce d'isolement de la France qui, dans le Grand Est, a protégé, en fait, la sidérurgie lorraine. Donc, nous sommes dans le bassin de la Chière, du côté de Longwy, etc., où des hauts fourneaux ont poussé et ont créé les antécédents de ce que les gens connaissent encore actuellement sous le nom de ArcelorMittal. Vous savez que c'est des choses qui sont magistrales et importantes. Le charbon venait du nord, là, la région des Corons, et était acheminé vers la Lorraine. Évidemment, il n'y en avait probablement pas assez sur les régions frontalières, donc on allait en acheter en Allemagne aussi. Mais avec les Allemands, c'était pas toujours la paix. Il y avait souvent des problèmes, donc il fallait trouver des solutions de protection. À cette époque, 1830, en Belgique, il n'y a plus de boulot. On le voit quand Émile part au service militaire. Il a 20 ans. Il fait 4 ans de service militaire. Et à chaque fois qu'il a une permission, et il en a eu beaucoup, à chaque fois, il a le droit de faire le voyage, de rentrer à Méliès, et il prend le train. Est-ce que c'est ça qui l'a inspiré ? En tout cas, donc il part au service militaire, son premier poste, il n'est plus jamais ouvrier mineur. Son premier poste, c'est d'être militaire, et dans son carnet, on trouve en fait une chose étrange, parce qu'il a le droit en fait de quitter le territoire, et il a un tampon qui est écrit en allemand, et c'est Oettingen. Au départ, j'ai pensé que c'était le Oettingen qui se trouve en Souabe, et puis je me suis dit non, il y a quelque chose qui est incohérent, il n'aurait pas eu le droit d'aller aussi loin, parce que je vais vous lire en fait ce qui est noté sur son carnet. Donc dans ce carnet où il y a toute une série de pages permettant au bourgmestre, donc au maire, de poser un visa pour les changements de résidence, pendant toutes les années du service militaire, il devait être retrouvé en cas de mobilisation. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces cachets. Et il est précisé, en cas de mobilisation, il se rendra immédiatement, sans autre avis, par la voie la plus rapide et la plus directe au dépôt ou fort où sont déposés ses armes et ses effets. Ses armes et ses effets se trouvaient à Arlon, tout à fait de l'autre côté. Il était à la frontière luxembourgeoise, donc il était là. Et voilà qu'il a 16 visas d'entrée et de sortie pendant toute cette période de 4 ans. Il avait des congés qui étaient sans solde, et visiblement, quand on le voit, il cherchait du travail. Parce que il est à Méliès, et en fait, son premier visa d'entrée à Méliès se situe en 99, donc 2 ans après avoir fait son service. Et il a 22 ans. Son deuxième visa, il est le 3 janvier 1900, donc quelques mois après. Ce visa, il est en allemand. Et il est visé Oettingen. Ce que je trouve très bizarre, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il est parti? Parce que Oettingen, ça se trouve en Souabe, c'est assez loin. Donc je vois pas un militaire qui doit être mobilisé le plus vite possible, revenir de Souabe, surtout si c'est les Allemands qui lui font la guerre. Donc c'était pas possible. Quasi pas possible. D'un coup, je me dis, mais ça me rappelle quelque chose, on a Ottange, en fait.
qui est pas loin de la frontière et qui est en France. Effectivement, Ottange s'appelait Ottingen et était allemand à l'époque. Et donc il est parti là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des hauts fourneaux. Donc il est allé là où il connaissait, là où il savait qu'il pouvait avoir du travail. Son 3e visa d'entrée est à Méliès, et en fait il est resté 6 mois à Ottingen. Donc il a travaillé forcément. C'est sur son 5e visa qu'on voit qu'il y a un changement de direction. Alors au départ, on les lit comme ça, les visas, mais il faut un petit peu réfléchir. En 1902, il se trouve à Mont-sur-Marchienne, dans le Hainaut, qui est bien connu pour avoir une gare importante. Et donc, il restera 9 mois à Mont-sur-Marchienne. En me renseignant, je savais que c'était une ville sidérurgique où il y avait des charbonnages, qui a été remplacée plus tard par une clouterie, donc encore des histoires de fer. Il a donc cherché du travail selon ses compétences. Encore une fois, c'est 8e visa de l'armée, en fait. Il quitte Méliès pour Jemelle. Jemelle se trouve dans la région namuroise. Et en fait, Jemelle, c'est une importante gare ferroviaire qui se trouve sur la ligne Luxembourg-Namur-Steppernich, qui se trouve au Luxembourg. Elle est aussi une grande gare de jonction. En 1900, ils ont fait des travaux énormes pour remanier les dépôts, pour ajouter des ateliers. Est-ce que c'est là qu'il prend contact avec le chemin de fer? C'est pas impossible. En tout cas, il a son premier titre de voyageur. Il donne son départ, en fait, pour On, qui se trouve être une gare aussi. On est à On, dans les Ardennes, un village de marchands-famenne. Il est dit dans la famille qu'il a été un des premiers à inaugurer, en fait, la locomotive à vapeur qui a fait cette ligne. Alors, je ne suis pas sûre qu'il ait inauguré la première locomotive à vapeur, parce qu'il a quand même dû apprendre. Et il est possible qu'il ait eu sa locomotive. J'ai fait quelques recherches sur un site, alors vous pouvez voir, ça se trouve dans l'article Rail Ressources en Belgique. Ce sont des associations, en fait, qui reconstituent le passé des gens qui ont fait, en fait, le début du chemin de fer. J'ai un jour aussi été à Fond-de-Gras, qui se trouve au Luxembourg, et qui reconstitue, en fait, ses parcours de locomotive à vapeur. Alors je peux vous dire qu'il vaut mieux prendre des lunettes parce que vous recevez des escarbilles et puis de la fumée partout. C'est vraiment comme on le voit dans les films où les gens arrivent blancs dans le train et ressortent complètement noirs s'ils ont fait un long trajet. Mais c'était amusant de voir ce trajet. Et on le retrouve ainsi à Jemelle. Et en fait, pour faire court, il aura son passé de conducteur de locomotive, qui était un titre très important. Donc, Émile était assez ambitieux, il est parti de rien pour arriver de plus en plus. Et je vous montre sa photo. Il est devant la locomotive qui est fêtée le 1er mai, c'était la journée de la fête du travail. Et donc, on mettait une couronne de fleurs sur la locomotive. Ensuite, il s'est marié. Il a eu ses enfants et puis ses petits-enfants. Et j'ai une photo, en fait, de lui avec une de ses petites filles. Qu'est-ce que ça a à voir avec le contexte des mines? En remontant les ancêtres du lieu, on peut s'apercevoir qu'après la génération, donc avant plutôt, la génération de Jean Robert, qui était cultivateur, quand on passe aux années avant 1800, il n'y a que des forgerons. On a un tailleur d'habits, ça on en a de temps en temps, mais c'était des forgerons. Jusqu'en 1680, on a les preuves que, alors ça se trouve souvent sur les actes de décès, ou parfois sur les actes de mariage, on voit ouvriers des forges, et ensuite ils deviennent forgerons. Parfois on a des précisions, lamineur, ou bien une autre spécialité dans le métier de la forge. Et donc, encore une fois, si on remonte en fait dans le contexte au moment où cette région-là était prospère, eh bien on peut de nouveau lier une longue lignée de descendants du fer pour aller vers le chemin de fer ou vers la culture, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus rien comme travail. Ça a été le déclin de cette région-là à cause du charbon, tout simplement. La migration des familles aussi. Il y en a beaucoup qui sont partis, alors il y en a qui sont partis vers la région rémoise, mais il y en a beaucoup qui sont partis vers la région du Luxembourg, et j'ai même appris en début d'année que certains avaient quitté en fait cette région-là pour se rendre dans la Ruhr, donc dans le bassin allemand,
et même en Pologne. Donc, c'est pas innocent de voir toutes ces migrations de gens qui cherchent leur travail et qui cherchent à gagner leur vie. Il faut savoir que tous ces ouvriers-là étaient extrêmement qualifiés. Ils avaient la réputation d'être extrêmement qualifiés. Ils étaient tellement qualifiés qu'en fait, ils ont embauché des Wallons de Liège aussi, parce qu'il y en avait du côté de Liège, mais ils sont venus en chercher dans le Luxembourg, vers la Suède. Et ils ont fondé des communautés entières grâce à leur savoir-faire dans la Suède. Alors, tout le monde espère trouver des ancêtres en Amérique. Eh bien non, ils voyagent partout dans le monde. J'espère que cette histoire vous a plu. J'en ai terminé avec l'histoire d'Émile. Donc, celui qui se trouve, le personnage en blanc qui se trouve sur la photo. Et je vous garde un épisode pour la semaine prochaine parce que tout au long du parcours de cette saga, je vous ai parlé de noms de famille et vous allez voir que entre entendre et lire, il y a un monde de différence. Vous allez voir comment les noms de famille peuvent changer, évoluer. J'en profite de cette occasion, c'est un peu technique, mais c'est rien du tout de compliqué, pour visiter ça ensemble. Donc je vous dis à bientôt, bye bye!